sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Ah, quel bonheur! Excusez-moi, laissez-moi savourer. Alors attendez, parce que j'ai un thé, un café, de l'eau. J'espère que vous allez bien. C'est le matin, quoi. On est très très heureux de vous accueillir dans Bel et Bien Ensemble. Bel et Bien Ensemble, votre rendez-vous bien-être quotidien. Alors on est chaque matin sur France 2 avec Arnaud Loquet et Sarah Cadour, vous le savez. Bon, non, mais je suis contente qu'on vous ait casté. Clairement, on vous a casté pour votre physique. Et ça, eh bien, j'en suis ravie. Chaque jour que Dieu fait. Alors qu'il soit croquant, fondant, chaud, froid, amer ou épicé, on l'aime sous toutes ses formes, parfois même au point de perdre complètement le contrôle. Je parle de... Vous l'avez ou pas? Alors un indice. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Eh bien oui, le chocolat, en France, écoutez bien, on en consomme environ 7 kilos par an et par personne. Il fait partie de notre quotidien, il nous ramène à l'enfance, il nous réconforte, il nous console. Pourquoi le chocolat nous fait-il tant de bien et encore plus pendant les fêtes de fin d'année? Surtout, comment éviter de basculer dans l'excès? C'est ce qu'on va voir ensemble et au programme. Ce matin, il nous vient tout droit de Belgique, la patrie du chocolat. Il va nous aider à profiter pleinement de ses bienfaits sans tomber dans l'addiction, bien sûr. J'ai invité le docteur en psychologie, Ilios Kotsou. Alors avec lui, le chocolat devient un art. On est allé à la rencontre de William Hartig pour découvrir un savoir-faire traditionnel précis et passionné. Je vous préviens, ça va nous mettre l'eau à la bouche, mais c'est au-delà. On ne va pas s'en remettre. Et puis ensuite, on va accueillir Sophie Janvier, qui est diététicienne et nutritionniste, pour nous démêler le vrai du faux autour du chocolat et partager ses conseils pour enfin en profiter sans culpabiliser. On aura plein de questions à lui poser. Alors, on n'oublie pas notre chef préféré, Héloïse Brion, bien sûr, qui sera là tout à l'heure. Et vous, Sarah Cadour, vous êtes allée demander aux Français si, comme moi, ils étaient accros. Moi, c'est de pire en pire. Mais ouais, non, mais ils sont très accros. Et pour remercier leur patience, je leur ai offert des brochettes de chocolat avec votre CB, bien sûr. Ah bah bien sûr, c'est moi qui paye. Bah oui. Alors, on va vous prendre 2 brochettes au chocolat, s'il vous plaît. Et ben voilà, chin chin. Chin chin. Pas mal, hein? Pas mal. Ça vous fait quoi un peu de chocolat comme ça dès le matin? Ça fait du bien. C'est bon pour le moral. Avec ce froid, ça peut. Bon pour le moral. C'est bon le moral. C'est bonbon. C'est bonbon. 5 au chocolat, ça me plaît. Voilà, c'est pour vous. Ouais. Bon, et dans le public, on a un gros accro du chocolat. Bonjour Julien, merci d'être avec nous. Alors vous, voilà, vous définissez comme le vrai accro. Ça remonte à votre enfance et vous, c'est un peu le doudou suite au décès de votre maman. Vous êtes vraiment réfugié dans le chocolat, à tel point qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous en passer. Et donc, dès que vous avez un petit chagrin, bah, c'est votre refuge. Mais du coup, c'est difficile parce que voilà, ça crée cette petite dépendance chez vous. Mais voilà, vous allez nous expliquer tout ça tout à l'heure. Voilà, ce sera dans quelques instants. Sarah, je vous laisse rejoindre Julien dans le public et d'ailleurs le public en général. Et pour décoder cet aliment doudou, on reçoit Ilios Kotsou, docteur en psychologie. On a dit que le chocolat, c'était un aliment doudou, mais moi, ça, c'est mon doudou humain, Ilios. Voilà, je dois vous le dire. Bon, vous avez doublement de justification à être là, c'est que non seulement vous êtes belge et qu'il n'y a pas meilleure patrie du chocolat, quand même, il faut le dire. Voilà, c'est les meilleurs. Et puis en plus, vous allez pouvoir décoder pour nous donc les raisons pour lesquelles on aime tant le chocolat. D'ailleurs, première question, pourquoi on aime autant ça? Alors, 2 grandes raisons. La première, c'est que le chocolat a été pensé, étudié et produit pour le plaisir immédiat, pour qu'on puisse en manger le plus possible et ne jamais s'arrêter. Donc c'est Magouille et compagnie, quoi. Quelque part, d'une certaine manière. Alors la deuxième raison, elle est plus jolie, c'est que le chocolat active une mémoire émotionnelle chez chacune d'entre nous. Ça nous rappelle l'enfance, les fêtes, le plaisir. Charlie et la chocolaterie, c'est un peu la Madeleine de Proust, au fond, le chocolat. Et d'ailleurs, même dans Harry Potter, Remus Lupin réconforte Harry Potter après une attaque de détraqueurs avec du chocolat. Donc le chocolat est associé au réconfort, d'ores et déjà. On l'avait, mais enfin, c'est bien que de décortiquer, parce que comme ça, si on est vraiment accro, comme Julien, qu'on va rejoindre tout de suite, bah, forcément, on peut anticiper. Alors, vous allez rester avec nous. On va accueillir tout de suite celui qui est tombé dans la marmite de chocolat quand il était petit. C'était Stan Gusman. Vous allez voir, ça fait peur. Petit Papa Noël. Salut mon Agathe, je l'ai connue, elle était comme ça. Ça va toi? Bah oui, ça mais va, vieille branche. ça fait longtemps que tu m'apportes plus de cadeaux. Je sais, tu veux venir sur les genoux de tonton? Non, j'ai pas le temps. Oh, dommage, t'as été sage cette année.
Ça dépend. Pas trop de raclette. Ouais, quand même. Toujours fidèle. Mais- Oh, Mais j'ai oui. quand même un cadeau pour toi. Tiens, Oh, merci, du Père chocolat. Noël. Eh oui, il est brillant, il est craquant, il est intense en bouche. Je ne parle pas d'Arnaud Loquet, un vieille branche. Merci, Père Noël. Je parle du chocolat. Faut dire qu'à Noël, avec le chocolat, je me lâche. Quand j'ai pas d'idée de cadeau ou que je suis un peu ric-rac niveau budget, hop, du chocolat sous le sapin. Oui, je distribue du bonheur et quelques kilos en plus. Cela dit, Agathe, faut pas se priver. Bah oui, c'est du plaisir en barre, le chocolat. D'ailleurs, sentez un peu ça. Vous sentez l'excitation qui vous gagne, hein? Oh, je suis très excitée, Père Noël. C'est normal, coquine. Le chocolat libère les mêmes hormones qu'une partie de jambes en l'air. La dopamine pour l'envie, la sérotonine pour le réconfort et la théobromine pour l'excitation. Oula. C'est quasi orgasmique. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu la mère Noël. Ah ouais, dès qu'il y a du chocolat, elle est haute. De Noël. Vous l'avez? Ouais. Ouais, là, ouais. c'est gênant. Ouais. Bref, et c'est pas la seule. D'après un récent sondage réalisé sur des milliers de femmes, 53% d'entre elles se disent prêtes à se passer de sexe pendant 1 an s'il y avait à choisir entre le chocolat ou leur partenaire. Et là, je vous entends dire, oui, mais Père Noël, vous êtes une ordure, un dealer, vous nous rendez dépendants à cette cam. C'est faux. Oh, oh. Oui, contrairement aux substances addictives, la consommation de chocolat ne détruit pas le système nerveux. Et surtout, il ne provoque pas de syndrome de manque violent. De mémoire de Santa, j'ai encore jamais vu personne vendre un rein pour un Ferrero Rocher, un After Eight ou un Mon Chéri. Eh oui, pardi. Bon, allez, je vous laisse en profiter, Agathe. Rudolf, il m'attend, on a un petit go fast en traîneau pour une livraison de choco. Je vous souhaite à tous non, pas assez sage. Je vous souhaite à tous un noyeux Joël. Salut les enfants, allez, tenez, distribution générale. C'est pour vous. Hop là. Père Noël. À bientôt les enfants, joyeux Noël. Tiens, John Lennon. Non, mais on est d'accord comment il a changé. Comment il a changé. Qu'avant, il était trop sympa, le Père Noël, et Là, il maintenant, fout la c'est une trouille, hein. ordure. Merci, Stan Gusman, surtout pour le chocolat. Alors, pourquoi le chocolat exerce-t-il un tel pouvoir sur nous? On va répondre à ces questions que tout le monde se pose. Est-ce que vous avez l'impression que votre public, puisque oui, c'est le vôtre, Sarah, peut résister au chocolat? Ou est-ce que c'est mort? C'est mort, ils en ont même encore entre les dents, Oh là là. Agathe. Un petit croc. Allez hop, tous accros, comme les Français que j'ai rencontrés. Regardez. Aimez-vous le chocolat? Bien sûr que j'adore le chocolat. Qui n'aime pas le chocolat, Sarah? Franchement. Ouais, j'adore ça. C'est mon péché mignon. J'adore le chocolat. Juste, c'est quelque chose de réconfortant. Selon vous, pourquoi les Français aiment autant le chocolat? C'est réconfortant, ça fait du bien à l'âme. Puis il paraît que c'est aphrodisiaque, donc on sait jamais. Qu'est-ce que ça provoque en vous quand vous mangez du chocolat? Je dirais que ça m'apaise. Je me sens bien après. Ça me fait oublier tous mes soucis. Et dès que j'en consomme, je saute de partout et je chante. Je vais sauter et chanter. Hey, voilà. Chaud, chocolat. Chaud, chocolat. Chaud, chocolat. C'est quoi les bienfaits du chocolat sur la santé? Ça dépend du chocolat qu'on mange. Le chocolat noir va être bon pour la santé et je crois que c'est bon pour la santé au niveau du cœur. Moi, je dirais ça fait grossir, mais c'est pas trop pour la santé. Pensez-vous que le chocolat soit un antidépresseur naturel? Oui, bien sûr que oui. Quand on a un petit chagrin, on se jette sur le chocolat et on oublie tout. C'est magique. Clairement. Sinon, on n'en mangerait pas autant. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'utiliser le chocolat, mais pour un usage non alimentaire? Je sais pas si j'ai le droit de le dire, là. C'est secret, Sarah. Là, on rentre dans l'intimité des gens, là. Oui, mais pas pour ce que vous pensez, pour faire un masque. Ça a des petites propriétés un peu hydratantes, etc. Et vu que j'ai la peau très sèche, là, sur le fond, petit masque au chocolat. Oui. Racontez-nous. Pour les débats, on va dire amoureux. C'est bien? Bah oui, c'est bien. C'est un côté sucré, c'est réconfortant. Si vous pouviez décrire votre relation avec le chocolat en une phrase, vous diriez quoi? Face à face, eyes to eyes. Je t'aime, ma brochette de chocolat. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Ah, c'est beau. C'est beau. Merci beaucoup, Sarah. Merci surtout aux Français qui vous répondent avec la plus grande des patiences. C'est ça. Bonjour, Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le représentant des addicts au chocolat aujourd'hui. Je peux vous dire qu'ils sont nombreux à nous regarder, nombreuses aussi. Alors vous avez un rapport très particulier au chocolat parce que depuis la mort de votre maman, quand vous étiez enfant, le chocolat a pris rapidement le rôle finalement de quelque chose d'ultra réconfortant pour vous. C'est devenu un refuge. Et
cet amour pour le chocolat n'a jamais vraiment faibli. Alors vous vous dites que bon, vous compensez tout dans votre vie, mais enfin, ça reste quand même quelque chose qui est là au quotidien. Complètement. Bonjour Agathe. Bonjour. Alors moi, depuis tout petit, c'est vrai que le chocolat, c'est un véritable ami. Je ne vais pas dire que ma femme aujourd'hui est jalouse du chocolat, mais limite. Donc ça s'est développé, voilà, comme vous l'avez dit, sur un plan très émotionnel. J'ai perdu ma maman, l'absence de mon père. Vous aviez quel âge J'avais 10 ans quand ma maman est décédée, un père totalement absent, donc c'était vraiment un réconfort sur le plan émotionnel. Ça me procurait un plaisir instantané que je ne peux pas décrire. Aujourd'hui, j'ai le même plaisir quand je pense au chocolat. Et au fur et à mesure des années, j'ai su compenser avec du sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport, j'en fais toujours. Je compense, c'est un peu ma bonne conscience quand je fais du sport. Je me dis, tiens, ce soir, je peux me lâcher, je peux prendre la tablette, une plaquette, 2 plaquettes, je peux y aller. Ah oui, donc jusqu'à 2 plaquettes par Oui, jour. des fois, c'est 2 plaquettes. C'est très rapide, alors ça devient mécanique. Ça va oui, vite, une ça va plaquette, vite. cela dit, Ça pour va en avoir très, très mangé vite. une hier entière. Exactement, En 10 minutes. exactement. Un petit carré, c'est tellement court, donc du coup, ça peut aller très vite. Et au fur et à mesure des années, j'ai appris à vivre avec ça. Donc, je suis très féru de chocolat. J'essaye de me trouver des solutions de contrôle. Donc, des fois, je demande à ma conjointe régulièrement de me cacher le chocolat. Elle le fait aussi d'elle-même. À force de le cacher, je connais toutes les cachettes de la maison. Donc, du coup, ça marche pas très bien. Régulièrement, je fais aussi des mois sans chocolat, comme le mois sans alcool ou le mois sans tabac. Ça marche plus ou moins bien, mais j'essaye de m'y tenir. Et voilà, j'ai une relation qui est vraiment fusionnelle avec le chocolat. C'est un vrai doudou. Et à l'approche de Noël en ce moment, pour la petite histoire, donc là, déjà, j'ai 3 calendriers de l'Avent. J'en ai fini un il y a 2 jours. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intense. Dois-je vous réexpliquer le concept de calendrier de l'Avent, Julien? Pourquoi est-ce qu'on a du mal, justement, à se limiter, Ilios, quand il s'agit de chocolat? Le chocolat a été pensé pour qu'on ne puisse pas se limiter. Et donc, les chercheurs qui composent le chocolat cherchent ce qu'on appelle le bliss point, le point du bonheur. Et ça va être l'addition de 2 choses donc, qui vont récompenser le cerveau, le sucre et le gras. Et donc 2 voies dopaminergiques qui vont s'additionner et qui vont faire qu'on va devenir très rapidement addict au chocolat. Et même dans la recherche, on cherche ce qu'on appelle les propriétés sensorielles orales optimales. Et donc c'est quoi? C'est en même temps le craquant du chocolat. Vous cherchez quoi, là, Ilios? Directement le fondant du chocolat. Qu'est-ce que vous Alors, cherchez? Pour qui travaillez-vous? le chocolat fond à la température du corps. C'est pour ça qu'il fond dans la main déjà maintenant. Et donc cette composition du chocolat, le goût, le craquant, le gras, le sucré, le plaisir est immédiat. Et donc vous savez que les rats, on fait des études sur les rats, c'est un peu malheureux, mais les rats vont en manger jusqu'à dépasser l'obésité. C'est très mauvais pour eux, évidemment. Mais on peut vraiment parler d'addiction quand on parle de chocolat? Je sais que c'est un grand débat en ce qui concerne le sucre. Mais là, quand on écoute Julien, quand même, on se dit que c'est une préoccupation journalière. Donc, c'est pas anodin. Alors, on ne va pas parler d'addiction en termes de changement neurobiologique, non. Mais si on regarde en termes comportementaux, l'addiction, c'est qu'on va passer beaucoup de temps à chercher l'objet de son addiction, peut-être, qu'on va en manger beaucoup au-delà de ce qui nous semble raisonnable, peut-être. Mais on ne peut pas parler d'addiction parce que c'est très rare, et dans le cas de Julien, que le chocolat se mette entre nous et nos activités, entre nous et nos proches, et nous empêche de vivre une vie saine. Mais il y a quand même pas mal d'éléments qui ressemblent fort à une addiction. Et lorsque le chocolat sert à éviter des émotions, à nous réconforter émotionnellement, il est souvent lié à des compulsions, oui. Eh oui. Alors justement, comment est-ce qu'on peut différencier une envie d'une compensation émotionnelle? Quelles questions doit-on se poser pour essayer d'éviter quand même d'en manger trop, parce que c'est le but? Oui, alors, c'est assez simple, pas facile, mais assez simple. C'est pourquoi mange-t-on du chocolat? Est-ce qu'on le mange par plaisir ou est-ce qu'on le mange pour éviter une émotion? Et on pourrait dire que dans la vie, chacune d'entre nous, on est confronté à des situations difficiles, solitude, stress, difficultés. Et à ce moment-là, si on prend du chocolat pour éviter de ressentir, que va-t-il se passer? Non seulement on ne répond pas à nos vrais besoins, besoin de lien, besoin de plaisir, besoin de repos, mais le plaisir immédiat va faire disparaître l'émotion pendant quelques instants et qui va réapparaître encore plus fort par la suite. Et donc on pourrait dire que, quoi que l'on fasse dans la vie, de manière rigide et répétée pour éviter de ressentir une émotion, le chocolat, les écrans ou quoi que ce soit d'autre, ça risque de nous amener dans une forme d'addiction. C'est ça. Alors, on entend souvent que le chocolat fait du bien au moral. Mais est-ce que c'est vrai que c'est antidéprime, que c'est antidépresseur? Alors, le chocolat est antidéprime. Bon, Ilios. Exactement, il est tellement content pour de la ce durée. sujet. Faut dire qu'il a pris son Tamis. Du chocolat pour fondre dans la bouche. C'est-à-dire, les études montrent que ça dure plus ou moins 3 minutes. C'est pas très durable. Et au contraire, il y a un effet rebond. C'est-à-dire que c'est pas mal. Une fois que le plaisir a disparu, le mal-être est là.
Et donc, on va être dans une compulsion à de nouveau vouloir Et donc, répondre il y a à une ma lettre. descente, hein, comme une drogue, alors. Quelque part, oui, une petite descente. Une petite descente. Vous la ressentez, Julien, cette descente de temps en temps? Oui, Mais oui, là, ça va pour totalement. l'instant. Totalement, parce que c'est vrai que le geste devient mécanique. Le plaisir, il est instantané quand on prend les premiers morceaux. Et après, c'est comme. C'est robotique. C'est Oui, qu'on puis enchaîne. après, il y a quand même un moment où on culpabilise, où on se déteste un peu, d'avoir parfois un petit peu trop exagéré. Alors, justement, cette perte de contrôle dont on parle, qu'on a tous vécu, enfin, moi, je l'ai personnellement très, très fort aussi. Comment est-ce qu'on peut faire pour garder le plaisir de déguster un chocolat sans perdre le contrôle, Ilios? Première chose, on revient tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce que je le mange? Est-ce que je le mange vraiment par plaisir ou est-ce que je le mange par évitement des émotions? Une fois que j'ai fait ça, se rappeler que le fait de se contrôler, ça ne fonctionne pas bien. Dire je n'en mangerai pas, je craque, je me sens coupable, j'en mange encore plus. Et donc il faut remplacer la contrainte par la conscience. Et par la conscience en faisant quoi? Alors il y a plein de choses très simples. La première, c'est mettre un délai entre l'automatisme et le comportement. J'ai tout à coup là envie à nouveau de manger du chocolat, je me sens un peu tendu, et qu'est-ce que je vais faire? Je m'en rends compte et là, j'écarte le chocolat, et ces quelques secondes, je prends conscience de mes émotions, et tout à coup, je transforme un comportement automatique en un comportement conscient. Un chocolat de réconfort automatique en un chocolat de plaisir conscient. Alors, on peut le faire de manière plus durable. Vous l'avez dit, Julien, les études scientifiques montrent, de mon collègue Jordi Quadbach, que se dire « je ne vais pas manger de chocolat pendant 2 semaines », ce n'est pas la même chose que se restreindre, nous permet de retrouver le plaisir. Vous savez, ce qu'on appelle en science l'adaptation hédonique, c'est qu'on s'adapte à tout, et surtout au plaisir, le fait d'arrêter. Toutes les grandes traditions philosophiques et religieuses le font, non? On arrête un certain type d'aliment pendant un moment, et on retrouve ensuite le plaisir de cet aliment-là. Alors, et à nouveau, c'est proche des traditions philosophiques. Une autre manière de le faire, c'est de ritualiser la consommation du chocolat. Le professeur Michael Norton a montré que lorsqu'on prend le chocolat comme rituel, alors il l'a fait de manière très amusante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le carré d'après le déjeuner, par exemple? Oui, mais même ritualiser, c'est-à-dire qu'on va faire un petit rituel. On prend le thé, comme une petite cérémonie de chocolat, on prend le allume café. une bougie, on fait une petite prière. Mais vous imaginez qu'il a fait ça de manière très rigolote, on peut même faire des gestes et ainsi de suite. Et le délai, ça crée un délai et une attente qui va faire qu'on savoure d'autant plus. Donc il y a une question de conscience, sortir de l'automatisme, et une question de plaisir, de savourer vraiment, qu'on n'a pas lorsqu'on est dans une addiction au chocolat. Ah, merci beaucoup, Julien, de nous avoir apporté votre témoignage ce matin. Vous allez faire un dry January du chocolat, vous. Hein, ce ne sera pas le même que tout le monde. Merci, Ilios Kotsou, pour vos éclairages. Vous restez avec nous, évidemment, j'espère. Arnaud, vous allez exaucer un de nos rêves, parce que vous allez nous emmener au cœur d'une chocolaterie. Croyez-moi, ça va nous faire du bien ce matin. Je rebondis sur ce que disait Julien tout à l'heure. Avant Noël, c'est la période, évidemment, pour tout le monde, tout est permis. Mais souvent, c'est avec du mauvais chocolat, c'est-à-dire du rempli d'huile de palme, bourré de graisse. Mais on n'est pas contre un churros qu'on trempe là-dedans, une soirée gaufre. Laissez-moi seule, là, parce que ça commence à faire beaucoup, déjà. Donc, stop au mauvais chocolat. Pauline, notre journaliste, elle s'est sacrifiée pour aller passer un petit moment avec un magicien du produit. Regardez. Notre journaliste Pauline, qui a décidément un métier difficile, s'est vue confier une mission: arpenter les rues de Paris à la recherche du chocolat parfait pour Noël. Au détour d'une rue parisienne, elle tombe sur la devanture du chocolatier qui monte, Monsieur William Artigue, formé par les plus grands maîtres chocolatiers. Et dès que Pauline pousse la porte, c'est une douce odeur réconfortante qui l'accueille. On a préparé notre petit chocolat chaud pour te réchauffer. Eh ben merci, ça sent très bon en tout cas. Ouais, c'est la vanille. On met un peu de vanille et un peu de fève de tonka. Et après, chocolat noir et chocolat au lait du Pérou. Donc c'est ça que tu sens, à mon avis. Ouais, c'est vrai qu'on sent bien, puis on sent bien au goût aussi. Ouais, merci. La signature de William, c'est une carte qui se renouvelle 3 fois par an en fonction des saisons. Mais alors, pourquoi ce choix ? C'est simple, quand on veut faire du très bon, il faut des ingrédients qui soient délicieux. Et donc forcément, ils sont délicieux au meilleur moment de la saison. Pour la carte automne-hiver, on est en ce moment beaucoup autour des châtaignes, autour du marron glacé. On travaille les épices aussi, bien évidemment, le gingembre. Et ensuite, en janvier, on sera vraiment autour des agrumes, que ce soit dans les pâtes de fruits, dans les bonbons de chocolat. Et un peu plus tard dans l'année, ça sera les herbes, les fleurs, les fruits rouges. Donc voilà, toute l'année, ça évolue. Il paraît que tu as une tarte divine. Est-ce que la légende dit vrai?
Je pense qu'elle est pas mal, ouais, effectivement. On voulait retranscrire l'idée d'une tarte aux pommes, qui est vraiment un dessert, je pense, qui met tout le monde d'accord et qui plaît. Et avec des belles pommes du Tarn. On a retravaillé notre pâte de fruits pommes au four, qui a un très bon goût de pommes au four avec du beurre, des épices, de la vanille. Et après, on l'a transposé dans une création qui est à mi-chemin entre la pâtisserie et la chocolaterie et confiserie. Elle plaît beaucoup. Continuons à saliver avec une gourmande collection de Noël imaginée par William et sa collaboratrice Virginie Daman. Cette sculptrice et illustratrice a pour mission de réaliser de véritables chefs-d'œuvre chocolatés. On a imaginé avec Virginie une bouchée de partage autour des agrumes et un coffret de Noël autour du praliné et du caramel. Avec William, on aime bien faire des choses un peu originales qui ne se sont pas trop vues avant. Là, par exemple, il m'a dit j'aimerais avoir un coffret qui ressemble à un tableau de tous les éléments qui pourraient nous rappeler Noël depuis notre enfance. Les oranges, le hou, les branches de sapin. Et l'autre grande spécialité de William et Virginie, d'adorables sculptures chocolatées. Et après la petite loutre de Pâques, voici le raton laveur de Noël. On a trouvé que c'était l'animal qui se disait le plus forêt, Noël, espiègle, un peu chapardeur. Et dans les ratons, là justement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a ça, des petites noisettes du Lot-et-Garonne caramélisées au poêlon et enrobées d'un mélange de chocolat noir, chocolat au lait et de praliné noisette. C'est hyper important pour nous dans notre travail que ça soit aussi bon que beau. À nous d'être au même niveau que le visuel de Virginie, quoi. Donc il y a du taf. Mais parfois, la simplicité a du bon. William nous montre comment réaliser facilement de gourmandes truffes de Noël. On commence par une bonne ganache avec du bon cacao et une crème généreuse. On va venir faire une émulsion et mixer pour avoir une texture vraiment très onctueuse et très crémeuse. On l'a laissé une nuit cristalliser, que là, il faut juste faire des petites boules, tu vois, comme si c'était de la pâte à modeler. Donc je la prends et je la fais rouler dans mes mains? Ouais, vraiment dans le creux des mains, Ok. délicatement, sans trop l'appuyer. Et tu vois, il faut essayer d'avoir quelque chose de le plus rond possible. Comme ça te va? Ouais, ça va. Ouais, c'est pas trop mal. Tu vois, tu peux les mettre directement dans le cacao. Là, tu les fais tourner comme ça, pour bien s'enrober. Ça, c'est comme ça que ma sœur faisait à Noël. Tous les Noëls, on avait le droit aux truffes. Et donc là maintenant, ça y est, je peux goûter? Ouais, vas-y, ouais, tu peux y aller. Non, elles sont très bonnes. Bref, avec William, le chocolat devient un art qui mélange le beau et le bon, et aussi la générosité. Et je crois bien, Agathe, que Pauline va vous ramener quelques merveilles. C'est Noël, donc je t'ai mis la bouchée, tarte aux pommes et les petites noisettes caramélisées qu'il y a dans les ratons laveurs. Eh ben merci beaucoup, je vais lui apporter ça, sauf Merci. si j'ai tout mangé d'ici là. Merci. On peut applaudir Pauline qui n'a pas tout mangé. C'est Noël. Elle nous en a gardé. Elle nous a même rapporté ça, dis donc, regarde. Agathe, vous pouvez lui donner un prénom, si vous voulez, au raton laveur. Bah, je vais l'appeler Arnaud parce que je trouve qu'il y a un petit air de famille. C'est sympa. Et là, regardez, je vais vous en Mais donner. regardez, ça, c'est un chef-d'œuvre, ça. Ne soyez pas jaloux, restez jusqu'au bout de l'émission, vous aurez du chocolat aussi. Et comme vous, à chaque fois, on vous oublie cette partie-là. Moi, je veux bien vous en proposer aussi. Je plaisante, bien sûr. Nous, on garde tout avec Ilios. Ça, c'est les petites truffes qu'on a vues dans le. Non, mais dans là, le ça, sujet. c'est absolument magnifique. Hein. Merci en tout cas, Arnaud. Sarah, je crois que vous avez une question pour Ilios. Ilios, en fait, moi, quand je suis stressée, je prends un petit carré de chocolat et j'ai l'impression que mon stress diminue instantanément. Alors, est-ce que c'est effet placebo? Est-ce que mon stress diminue vraiment et comment ça se fait? Alors, ce qui se passe, c'est que votre cerveau est occupé toute la journée, non? Entre gérer les mails, les priorités, le travail, tout le temps. Il veut toujours résoudre des problèmes. Et tout à coup, voilà que vous mettez votre cerveau en mode pause, vous orientez l'attention sur autre chose, et là, ça vous détend. Oui. Mais donc, ce n'est pas l'effet biologique et ainsi de suite du chocolat, je pense pas que ça soit ça. Non, c'est vraiment l'effet de réorientation. Il y a le plaisir, bien sûr, mais c'est orienter l'attention sur autre chose. D'accord, merci. C'est un peu mettre le mot d'avion sur le cerveau et tout à coup, on est là et on peut savourer vraiment. Ça va, Ilios, au niveau de dégustation, pas parler la bouche pleine, ça Je pose me pas de force, problème. hein. Je me force pour l'émission, sinon Oui, normalement je me modère vraiment. Donc écoutez-moi bien, là j'ai croqué là-dedans. Donc, et là, c'est le drame, parce qu'à l'intérieur, on se dit, ah non, si ça se trouve, c'est que du chocolat noir, ça va être un peu amer, j'en prendrai pas trop. Non, parce qu'il y a à la fois un truc croquant et du caramel. Bisous à vous, au secours. Alors, Ilios Kotsou, vous restez avec nous, on entend tout et son contraire sur le chocolat, que c'est bon pour le moral, que c'est bon pour le cœur, que c'est plein d'antioxydants, que c'est plein de magnésium. On entend aussi que c'est trop sucré, que c'est trop gras, voire toxique à cause du cadmium, le fameux. Bref, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver, alors on va démêler le vrai du faux. On va accueillir tout de suite notre prochaine invitée. Elle est nutritionniste et diététicienne. C'est Sophie Janvier qui est avec nous.
Bonjour Sophie Janvier, merci Bonjour. d'être avec nous. C'est terrible, regardez, je suis obligée de vous parler. Une petite truffe. Je vous ne peux m'accueillez pas bien, croquer merci. là-dedans. Oui, Sophie, pendant que je vous pose la question, vous avez le temps de manger une petite truffe. Alors, vous êtes diététicienne, vous êtes donc nutritionniste, vous avez publié La méthode douce pour mieux manger. C'est aux éditions Le Duc. Est-ce que le chocolat, c'est bon pour la santé, Sophie? Oui, Agathe, globalement, on peut dire que le chocolat est bon pour la santé, mais il y a des petites nuances. La première nuance, c'est qu'en fait, ce qui est bon dans le chocolat, c'est le cacao. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est plein d'antioxydants et tout ça. Exactement. Le cacao, c'est riche en flavonoïdes. C'est un type d'antioxydant qui va être favorable notamment à la santé de notre cœur, mais aussi ça va aider à faire baisser la tension artérielle. Et puis, on le sait tous, il y a du magnésium dans le chocolat. C'est souvent une petite excuse qu'on se donne. Je fais plein de magnésium, je mange un peu de chocolat. Et ce magnésium, c'est bon pour notre santé neuromusculaire, puisque c'est un relaxant du système nerveux, un relaxant musculaire. Et puis, globalement, on est nombreux quand même à avoir un déficit en magnésium, donc ça apporte un petit plus. Alors, à l'intérieur du chocolat, il y a aussi la théobronine, c'est ça? Exactement. Et ça, c'est une molécule qui est vraiment typique du chocolat, qu'on ne trouve quasiment nulle part ailleurs. Ah, c'est vrai, dans aucun autre aliment? Voilà, quasiment dans aucun autre aliment. Dans le cacao, alors? Voilà, dans le cacao. Et c'est un petit stimulant, un peu comme la caféine, mais en version plus soft. Voilà, ça va avoir moins d'effet d'agitation, donc ça va un tout petit peu nous mettre de bonne humeur. Mais donc on est d'accord que l'idéal serait de prendre du cacao pur, en fait. Comme oui, ça, mais c'est pas bon, on va pas se mentir. C'est très très amer. Justement, en parlant d'amertume, on a le chocolat noir qui est quand même très amer. Il y a le chocolat blanc que j'adore, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est du chocolat? Et puis il y a l'intermédiaire, c'est le lait. Donc quel chocolat on privilégie pour la santé? J'ai ma petite idée. Moi, j'ai d'abord envie de vous dire, le chocolat, c'est ce qui vous plaît d'abord. Oui. Voilà, il faut quand même se faire plaisir. Si, comme moi, vous aimez le chocolat praliné au lait, à la noisette, eh bien, faites-vous plaisir une fois de temps en temps. Maintenant, c'est vrai que plus il sera riche en cacao, vous l'avez compris, plus il aura ces fameux nutriments intéressants. Sur le plan calorique, c'est à peu près neutre, que ce soit du chocolat noir, du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Même un chocolat noir à 80%, c'est... Oui, on va être autour de 550 calories pour 100 grammes, parce qu'en fait, le chocolat noir riche en cacao, il va être plus gras, il va être moins sucré, mais il va être plus gras. Donc, ça va quand même faire qu'il va être calorique. En revanche, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à regarder vraiment les étiquettes. Regardez si les matières premières sont de bonne qualité. Voilà, si comme moi vous aimez encore une fois le chocolat à la noisette, des vraies noisettes, du chocolat avec du beurre de cacao, vraiment. Oui. Et puis attention au sucre. Parfois on a des sirops de glucose fructose qui sont pas terribles pour la santé. D'ailleurs, il y a une bonne technique, et ça c'est en général. Sachez que sur les étiquettes, le premier ingrédient que vous lisez est celui qu'il y a en plus grande quantité dans l'aliment que vous consommez. Donc ça veut dire que quand ça démarre par sucre, c'est qu'avant le cacao, il y a du sucre. Donc il faut un peu réfléchir. Sophie Janvier, quels sont les risques pour notre santé si on consomme trop de chocolat? Moi j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, depuis 2 ans, c'est peut-être l'âge, j'en sais rien, mais j'en mange beaucoup plus qu'avant. Je dois compenser un truc. C'est Arnaud peut-être aussi qui me déprime un peu. Enfin, bon, c'est autre chose. Donc, en fait, on a dit que le chocolat, ça pouvait être favorable pour notre santé, mais évidemment, en excès, ça sera plutôt l'inverse, parce que le chocolat, c'est gras et sucré. Donc, ça peut favoriser d'abord des problèmes bucco-dentaires à cause du sucre. Les caries. Voilà. Oui. Ça peut favoriser la prise de poids. Encore une fois, si on en consomme en excès et si par ailleurs on a un apport calorique sur la journée supérieur à nos besoins. Et puis, ça peut favoriser quelques anomalies lipidiques, le diabète de type 2. Quand même. Oui, mais ça, c'est si vraiment on est dans des consommations excessives. C'est quoi une consommation excessive d'ailleurs? C'est une bonne question. On va dire que, effectivement, en général, on dit entre 2 et 4 carrés par jour. Donc c'est dur de se limiter à 2 Vous avez perdu Ilios et vous m'avez perdu moi. C'est fini pour moi. Moi, Julien, écoutez, on aura profité, Julien, c'est ce qu'il faut se dire, même si on n'est plus là demain. Alors Sophie, vous restez avec nous évidemment. Arnaud, on a parlé tout à l'heure avec Ilios de la consommation du chocolat en conscience. Je crois que vous avez une expérience à nous proposer qui peut nous aider à faire ça pour savourer le chocolat. C'est la Happy Therapy. Alors, chose promise, chose due. Vous voyez, il fallait attendre. Je vais vous distribuer ces chocolats et pendant ce temps, Sarah, est-ce que vous pouvez distribuer ça pour tout le monde? Je vais vous expliquer. Donc, Ilios tout à l'heure le disait très justement. Qu'est-ce que la pleine conscience? C'est-à-dire que c'est une vraie petite méthodologie. Julien, ça va vous éviter de ne pas attaquer la 3e ou la 4e tablette. En fait, c'est toute une méthodologie qui commence par le nez, tout d'abord. Donc, une fois que c'est distribué, vous allez commencer à jouer avec moi, c'est-à-dire que d'abord, on va passer par le nez, parce que d'abord, c'est le nez qui est la porte d'entrée du goût. Donc, une fois que vous êtes servi, vous allez fermer les yeux, vous allez porter ce chocolat sous votre nez,
Tous ensemble, moi j'en ai pas. Bon, ça va pas tarder Désolée, par j'ai arriver. déjà mangé. Ah ouais, d'Agathe. Voilà, elle a suivi complètement le process, c'est bien. Merci Agathe. Fermez les yeux et vous allez voir, c'est comme le vin. Vous allez essayer de sentir tout ça. Faites-le tranquillement, prenez votre temps. C'est et c'est long, comme le vin, vous allez avoir des notes qui vont monter. Des notes de sous-bois, des notes de torréfaction un petit peu qui vont monter. OK ? Et Ilios, pendant ce temps, pendant qu'ils sont tous en train de se concentrer, de ne pas dévorer leur chocolat, qu'est-ce que justement ça fait, cette pleine conscience? Est-ce que ça permet aussi de calmer l'esprit et de commencer à apprécier le chocolat autrement? Oui, bien sûr, elle nous permet de sortir des modes automatiques. Et pour sortir du mode automatique, il faut sortir des pensées du mental et rentrer dans nos sens. Et c'est ce qu'on fait. Et on sait aussi que lorsqu'on occulte un sens, par exemple la vue, on va augmenter la sensibilité du toucher et du goût. Est-ce qu'on peut voir le regard d'Agathe sur ce chocolat? Pas du tout à votre expérience. Elle pourrait casser l'assiette. Alors, sentez-le. Et là, on y va tous ensemble. Tout doucement, n'avalez pas tout ça d'un coup. Faites-le fondre sous la langue, OK, s'il n'est pas déjà fondu dans votre main. Voilà. Et là, on laisse le palais, la langue faire le boulot. On va essayer de laisser Ilios On terminer laisse sa le bouchée palais, aussi. la langue faire le boulot. Titre. Alors, Ilios, Kotsu. Ça y est, il a terminé. Ilios, qu'est-ce que ça a de différent? Je vais faire durer ma question, histoire que ça finisse. Qu'est-ce que ça a de différent, justement, de ne pas tout avaler d'un coup et d'apprécier ce qu'on a en bouche? Il ne peut pas vous répondre, parce Alors, que là, il ralentir. fait semblant, mais il a mangé pendant toute l'expérience. C'est un scandale, Ilios. J'ai Vous êtes censé dégusté. être le rempart du bon sens. C'était une pleine conscience en quantité. Oui, c'est ça. Alors ça nous permet de ralentir, ça va permettre de mieux goûter et donc d'être plus présente à l'expérience. Sinon, c'est un peu comme si on voulait écouter une chanson en zappant toutes les 3 secondes, il n'y a pas d'expérience. Et donc là, ralentir nous permet d'être vraiment, vraiment présente. Et d'ailleurs, quand on fait l'expérience, certaines personnes se rendent compte qu'elles n'aiment pas le chocolat tant que ça. C'est pas si bon pour elles. C'est-à-dire quand on est de manière automatique, c'est le sucre qu'on cherche. Et donc quand on savoure vraiment, on peut se rendre compte si on aime vraiment ce chocolat-là. Et donc avec le temps, ça nous permet aussi d'être plus exigeante et de choisir du chocolat qui nous correspond vraiment. Et donc on va aller moins vers tout ce qui est très très sucré et plus vers des chocolats qui ont des goûts plus étonnants, plus spéciaux, de qualité. Julien parlait tout à l'heure du fait qu'il pouvait passer de 3 à 4 tablettes. Et justement, est-ce que le fait d'apprécier tout ça et de ralentir permet justement de ne pas aller à 2, 3 tablettes, mais plutôt de s'arrêter à 1 carré? Oui, effectivement. Alors, 1 carré, c'est pas facile. C'est dur. On va pas se Je suis mentir. pas d'accord. Mais oui, effectivement, parce qu'on va sortir, comme vous l'aviez dit, du mode automatique. On va tout à coup vraiment là pleinement dans l'instant, dans l'ensemble du plaisir que ce carré va nous apporter. Ça va être une expérience beaucoup plus intense. Donc, en principe, on aura besoin de moins. Oui, oui, c'est ça. Arnaud, merci. Hein. Est-ce qu'il reste un petit peu de cette tarte qui était à côté de vous? Non, mais c'est-à-dire que je me suis dit, tiens, pendant quelques minutes, je ne sais pas à parler, donc j'en ai profité. Il fallait bien que je m'occupe. Hein. Vous savez, je suis hyper active. En tout cas, grâce à votre expérience, tentez-la chez vous. Vous allez voir que vous ne mangerez plus jamais le chocolat pareil. Chère Sophie, on a beaucoup entendu parler récemment de produits toxiques dans le chocolat, le fameux cadmium. Dans certains cacaos, il y en avait énormément. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Et comment bien choisir son chocolat? Alors, s'inquiéter peut-être pas, être vigilant sûrement. Quand même. Oui, parce que le cadmium, c'est un métal lourd qui est officiellement cancérogène pour l'homme, qui peut aussi, en excès, favoriser des problèmes pour le rein, par exemple. Ah oui. Et c'est particulièrement problématique pour les enfants. Parce que, évidemment, les effets doses qui sont aujourd'hui imaginés par les autorités de santé sont plutôt chez l'adulte. Et il semblerait que, par exemple, si on mange déjà 2 à 4 carrés de chocolat, on peut aller jusqu'à 10, 20, 30% de la dose maximale conseillée en cadmium. Alors, chez les enfants, ça va être encore, évidemment... Et en plus, pire. les enfants ont du mal à manger le chocolat en conscience. Donc, effectivement, on peut quand même être précautionneux. Ça participe à l'idée de manger de manière modérée le chocolat. Et on peut faire attention à la provenance en fait, du chocolat, parce qu'il semblerait que les chocolats en provenance d'Amérique latine soient plus riches en cadmium. Alors, ce n'est pas lié aux pratiques agricoles, c'est lié au fait que les terrains sur lesquels poussent les cacaoyers sont naturellement riches en cadmium. Donc ça veut dire qu'on évite les chocolats qui viennent du Pérou, du Chili, du Costa Rica. Alors éviter, c'est peut-être pas sympa pour eux, mais en tout cas on en mange moins souvent. On varie les provenances
On va effectivement Mais on a quoi se comme tourner, alternative? Par L'Afrique? exemple, les chocolats en provenance d'Afrique, du Ghana, par exemple, du Cameroun, etc. Mais ça, moi, depuis que je sais ça, je regarde, mais c'est pas toujours indiqué, Sophie. Exactement, c'est pas toujours indiqué, c'est pas obligatoire. Donc, notamment parce que parfois on mélange les types de provenance, tout simplement. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas toujours évident. Parfois, il y a marqué fabriqué en France, mais on est bien d'accord que les cacaos viennent d'ailleurs et que c'est fabriqué en France. Donc, on nous endort. Oh oui, on nous endort. Sarah? Oui, il y a Laurence qui a une question pour Sophie. Oui, bonjour Sophie. Je me suis rendu compte qu'avec l'âge, je devenais, si je puis dire, de plus en plus un bec sucré. Je voudrais savoir pourquoi. Est-ce que c'est normal? Voilà. Alors, il n'y a pas vraiment de raison scientifiquement avérée parce qu'il semblerait au contraire que c'est plutôt dans l'enfance ou l'adolescence qu'on est très stimulé par le sucre. Mais après, ça peut être des souvenirs émotionnels, ça peut être des habitudes, ça peut être aussi du temps libre. Hein, on s'ennuie davantage, on est un peu plus stressé et donc on va plus naturellement vers ce type de produit. Et plus on consomme effectivement des produits sucrés, plus on en a envie en général. Il y a peut-être un petit truc à étudier aux alentours de la ménopause, parce que moi, j'ai l'impression quand même que passé 50 ans, effectivement, autour de moi qui n'aimais que le saucisson, par exemple, et le fromage coulant, je commence à manger beaucoup plus de sucre. En tout cas, merci, Léos Kotsou, pour vos conseils et votre expertise. On vous laisse rentrer à Bruxelles, où qu'on regarde, il y a un chocolatier de malade. Alors, on vous dit à très bientôt, hein, bien sûr, vous reviendrez. Bon, on ne pouvait pas parler chocolat sans passer par la case cuisine, évidemment. On va prolonger la dégustation. Pour ça, qui de mieux que notre chef adoré, Héloïse Brion? Elle va nous préparer le dessert de Noël parfait et elle assume totalement l'excès de chocolat, je peux vous le dire. Soyez prêts. Ah, bah tiens, il y a Arnaud qui revient. Qu'est-ce que c'est que cette crème? À peine arrivée, voilà. Ça, c'est une petite crème. Bon, alors pas de bûche de Noël, hein, Héloïse, Alors, cette année. Une recette facile, mais qui va impressionner nos invités. Ouais, pas de bûche de Noël, parce que personnellement, j'aime pas tellement ça. Et moi non plus, il y a trop de gâteaux, souvent il y a de l'alcool comme ça en et plus tout, dans le c'est gâteau pas... Voilà. imbibé. Et puis j'ai quelque chose de plus original à vous Ouh là là. proposer. Oh mon Dieu. Hop. Oh C'est la une tira. pavlova en forme de couronne de Noël au chocolat. Pavlova au chocolat? Exactement. Et sa crème à la menthe. Mais c'est une folie. Donc, voilà. Bon, La bûche, la bûche de terminé, côté. Non, mais en terminé. plus, je trouve que du coup, là, on a le côté croquant de l'extérieur, fondant à l'intérieur. C'est sans gluten et c'est assez facile à réaliser. Bon, donc on peut faire ça facilement, on va regarder la On recette. regarde en image. C'est à la portée de tout le monde, Héloïse. Oui. Vous le promettez. Voilà. Alors, pour faire la couronne, on va prendre une assiette et faire un premier tour, et ensuite un petit bol plus petit pour faire le centre. Comme ça nous permet de vraiment ensuite bien installer la meringue. On prend des blancs d'œufs qu'on fait monter en neige. On ajoute du sucre, un petit peu de vinaigre blanc. Pourquoi? Et ensuite de la maïzena. En fait, le vinaigre blanc et la maïzena vont faire que ça va vraiment devenir très croquant à l'extérieur, fondant à l'intérieur et bien tenir, bien être brillant. Oui, donc c'est la meringue qui... Il y a des fils Exactement. quand on tire, quoi. Pour la faire au chocolat, du coup, j'ai ajouté de la poudre de cacao non sucrée. Ça, c'est mon petit tip, c'est de mettre un petit peu de meringue comme ça en dessous pour bien tenir le papier sulfurisé. Là, on fait des petites boules, alors? Exactement. Et Pour donc, créer tout ça. on met de cacao. Donc là, en plus, c'est bon pour la santé. On l'a bien vu avec Voilà. Sophie Janvier. Et ensuite, on fait sa crème à la menthe, parce que je trouve que ça marche bien. À la menthe. C'est parfait pour Mais l'hiver. qu'est-ce qu'on met pour avoir une crème à la menthe? Il y a des extraits de menthe. Alors, on peut faire une réduction aussi avec de la menthe fraîche, mais sinon, il existe des petits extraits où on met 3-4 gouttes, pas plus, parce qu'après, c'est très, très fort. Oh là là, mais c'est incroyable. Et on peut mettre de l'huile essentielle? Non, peut-être pas quand même. Alors, si. alimentaire. Alimentaire. Il faut vraiment que ce soit alimentaire, sinon c'est trop D'accord. fort. Je vais vous faire. On sait ce que la Mais c'est famille un truc de d'Agathe dingue. va avoir à Noël. Ah ben non, mais c'est clair. J'espère qu'ils vont pas regarder l'émission, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est dire que c'est moi qui ai inventé la recette en mentant. Mais c'est vrai, je le fais tous les ans, je vous le dis. Je me confie à vous, je dis, mais c'est délicieux, Agathe. Oui, je sais pas, je pensais à ça hier et tout. Jamais je dis que j'ai suivi une recette, mon Dieu. Jamais. Sur un coin de table. Non, mais. Mais non, non, ou alors je dis, oui, c'est une recette, mais que j'ai un peu agrémentée, parce qu'elle n'était pas géniale. Donc je dirais peut-être ça de votre Vous avez recette. déjà une cuillère. Oui, il j'ai me déjà semble. une cuillère. Bon, alors moi, c'est cette crème à la menthe, là. C'est une folie. Bon, bah voilà. Et puis c'est beau. Et en plus, ça a l'air assez facile. Et vous avez super bien décoré, donc vous prenez des petites branches de Des sapin. sapins, des petits nœuds. Alors, le propre aussi de la pavlova, c'est que tout se termine ensuite à la petite cuillère avec, dans le plat. C'est plutôt joyeux. Mais c'est ultra fondant, c'est délicieux. Bravo Héloïse, hein, vous êtes quand même incroyable, je vous le dis. Bon, vous savez recevoir, je reviendrai. Hein. Revenez parce que ça arrive souvent qu'on parle de nourriture dans Bel et Bien ensemble. Sophie Janvier, je rappelle votre livre, ça s'appelle La méthode douce pour mieux manger. C'est aux éditions Le Duc, 33 micro-changements. Micro-changements
pour rééquilibrer votre alimentation sans vous priver. C'est très important. La Pardon, promesse je parle est la belle, bouche pleine aussi. J'ai du mal. Merci Héloïse pour cette recette incroyable. Je pense que vous allez inspirer beaucoup de familles. Bel et bien ensemble, c'est déjà fini. On va se retrouver demain sur France 2 pour la grand-messe de Bel et bien avec Ali Rebig, qui sera là. Il y aura aussi Elsa Wolinski, Sarah, Stan, Marie-Trey, Stéphanie, tous les autres. Je peux plus vous parler. J'ai autre chose à faire. Je dois manger. Je vous embrasse.